Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Cette semaine, on vous propose de prendre un peu de recul sur les marchés après ces derniers mois bien mouvementés. La fin du semestre approche sur les grandes places boursières, l'heure de faire le bilan sur les secteurs qui ont tiré leur épingle du jeu et ceux qui doivent rattraper leur retard. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Folck, professionnel de la gestion d'actifs et directeur de la distribution chez BlackRock Belgique et Luxembourg. Jérôme, bonjour. Bonjour Salim. Avec vous, nous allons voir où se sont dirigés les flux financiers au cours des dernières semaines. Et on peut dire qu'elles ont été particulières. Wall Street a dû faire de la place pour la plus grosse IPO de son histoire. Je parle évidemment de SpaceX. Tandis que les marchés attendaient une sortie de crise entre l'Iran et les États-Unis. Au moment où nous enregistrons ce podcast, l'accord de paix a été annoncé par le président Trump, mais rien n'a encore été signé. Alors, comment et où ces turbulences se sont-elles traduites dans la bourse ? Où les investisseurs ont-ils choisi de se repositionner ? On va répondre à ces questions avec Jérôme Folck. Je suis Salim Nesba et je suis heureux de vous retrouver dans Tracker, le podcast Bourse du journal L'Écho. Jérôme, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour faire le bilan du premier trimestre 2026 et on voyait alors une surpondération des actions américaines et celles des pays émergents. Est-ce toujours le cas 2 mois plus tard ? Prenons d'abord un peu de recul. Je pense qu'il est super intéressant de regarder les flux depuis le début de l'année. Et finalement, ils vont raconter une histoire qui sera assez différente d'une simple alternance vers le risque et hors du risque. Les investisseurs ont changé la manière d'être exposés au marché. Donc, si on prend ce point de vue début de l'année s'organise jusqu'à présent en 3 temps. Le premier, c'est un début d'année très constructif. Donc, les flux étaient importants, diversifiés et clairement orientés vers une prise de risque. On avait une collecte sur les actions, les obligations, les matières premières et surtout une demande qui ne se limitait pas uniquement à quelques grands indices. Les investisseurs cherchaient à combiner une exposition marché, une exposition régionale, sectorielle et aussi des poches de croissance structurelle. Deuxième temps, c'est évidemment la séquence géopolitique au Moyen-Orient et en Iran. Et donc là, on est fin février. Oui, et lors de notre dernière discussion, le point central, c'était que les investisseurs ne percevaient plus l'événement uniquement comme géopolitique, mais aussi comme un possible choc d'offres. Donc, fermeture, blocage du détroit d'Ormuz, donc choc énergétique, blocage des chaînes d'approvisionnement, réaction de l'inflation et aussi possible réaction par la suite des banques centrales. Donc, à ce moment-là, les flux ne disaient pas capitulation, mais plutôt recalibrage. Donc, rester investi et être plus sélectif. Plus de taux, plus de qualité, plus de prudence, notamment sur la duration longue. Et finalement, le troisième et dernier temps, c'est celui depuis notre interview. Donc, ça veut dire c'est une sorte de normalisation partielle. Pourquoi partielle ? Parce qu'il n'y a pas un retour à un optimisme général. Le mois d'avril a été très fort. Les flux globaux, dans les ETF, ont récolté 212 milliards de dollars, soit le 6e meilleur mois de collecte historique. On a vu surtout un rebond marqué vers les actions, 150 milliards. Par contre, en mai, on voit un certain ralentissement, refroidissement. Donc les flux globaux restent élevés, 199 milliards, mais les flux vers les actions ont ralenti, 106 milliards. Donc plus bas niveau depuis janvier. Et là, dans les obligations, record historique, 88 milliards. Donc le message est assez clair sur ces 3 temps, c'est que le marché reste investi, mais il ne paye plus n'importe quel risque à n'importe quel prix. Alors quand on se concentre sur qu'est-ce qui a drivé le marché, c'est encore une fois les entreprises technologiques qui ont attiré le plus d'investisseurs. Oui, peut-être au niveau régional, la grande bascule d'avril, ça a été un retour très fort vers les États-Unis. Donc les expositions US ont capté plus de 120 milliards sur les 150 milliards dans les actions. 4e meilleur mois de collecte. En mai, les États-Unis restent pratiquement les seuls à tenir la barre du côté des actions régionales. Donc elles récoltent 100 milliards, alors que les pays émergents, le Japon et l'Europe sont sous pression. C'est un point important, je pense, pour les auditeurs, parce que les investisseurs ont privilégié les zones où les bénéfices restent les plus lisibles et les thèmes structurels, intelligence artificielle, productivité, technologie, infrastructure, sont les plus lisibles. Au
Au niveau géographique, on voit quand même bien ces zones qui ont pris beaucoup de retard, et certains disent même que c'est là qu'il faut regarder actuellement parce qu'il y a peut-être un effet de rattrapage qui aura lieu. Au niveau sectoriel maintenant, comment est-ce que ça s'est passé outre la dominance technologique? Donc on peut regarder les flux vers les actions à travers deux autres grands prismes qui sont les secteurs et ensuite les thématiques. Et bien sûr, les deux ont des similarités. Donc si on regarde d'abord les grands secteurs, en avril, les flux vers les expositions de précision ont ralenti. Donc la technologie restait le secteur le plus plébiscité, mais les flux étaient retombés aux alentours de 2 milliards, alors qu'en mars, ils atteignaient 7 milliards. Autre point intéressant à cette période-là, le secteur de l'industrie et les matériaux étaient aussi les poches sectorielles avec des flux significatifs. C'est assez cohérent avec le narratif, l'histoire qu'on a lu dans le marché au mois d'avril. On cherchait de la croissance, mais on l'exprimait aussi vers l'industrialisation, les infrastructures, la sécurité d'approvisionnement énergétique, la défense, la relocalisation. Tous ces thèmes-là faisaient partie de ce que le marché privilégiait. En mai, un changement intéressant. La tech s'accélère de nouveau fortement. Les flux mondiaux montent à 14 milliards de dollars. Donc, on était 7, 2, 14. Donc, une remontée significative. Une vraie remontée significative, pardon. À ce moment-là, les industriels aussi continuent à attirer 3 milliards, l'énergie un petit peu moins, tandis que les matériaux repassent en territoire négatif. Donc, finalement, si on prend tous ces mois combinés, mais les investisseurs ne reviennent pas uniquement à la tech par un enthousiasme indifférencié. Ils reviennent à la tech parce qu'il y a une vue sur les bénéfices. Ils sont liés à l'intelligence artificielle. Les infrastructures numériques restent aussi parmi les vrais moteurs de croissance visibles. Mmh. Si maintenant on prend l'autre prisme, à savoir le prisme thématique, l'intelligence artificielle reste centrale dans les flux depuis le début de l'année. Mais il faut bien distinguer l'intelligence artificielle avec tout ce qui va au-delà, mais qui supporte l'intelligence artificielle. Finalement, on peut considérer que l'IA est le moteur, mais il faut aussi financer la route, l'électricité, les usines qui vont construire le moteur, et tout ça va faire en sorte que les flux vont dans cette direction. Donc, en termes de flux, depuis le début de l'année, le thème de la robotique et de l'intelligence artificielle reste positif, mais on voit aussi un appétit assez important vers les énergies renouvelables et diversifiées. Pourquoi ? Parce que les data centers et l'infrastructure va nécessiter beaucoup d'énergie et donc il faut diversifier son mix énergétique. Et c'est aussi en lien avec la sécurité d'approvisionnement. Oui, clairement, on a vu qu'avec ce baril qui passait souvent la barre des $100, qu'on cherchait des alternatives et que là, typiquement, les entreprises actives dans l'énergie renouvelable ont pu tirer leur épingle du jeu. Ce qu'on a vu aussi au moment des bulletins trimestriels des entreprises tech, c'était que quand même la plupart d'entre elles, notamment les plus grosses, arrivaient à générer des bénéfices, à être bénéficiaires. Et ça a renforcé la confiance du marché vers ce secteur. Si on résume de nouveau l'année d'un point de vue sectoriel en quelques blocs, le premier, c'est la technologie qui reste le centre de gravité. Donc, même après la volatilité géopolitique et un peu de refroidissement au mois de mai, c'est celui qui a attiré le plus de capitaux à l'échelle globale. C'est net, c'est clair, 14 milliards de flux vers la tech, contre seulement quelques milliards dans les autres secteurs. Le deuxième bloc important, c'est celui des industries, qui reste un thème de fond. En avril, il faisait partie des rares secteurs avec des flux significatifs. Depuis le début de l'année, les données vers les instruments européens le confirment. Les industries restent l'un des grands gagnants en cumul annuel. Donc, on parle du thème de réindustrialisation, de la défense, l'infrastructure, la transition énergétique, l'automatisation, la relocalisation partielle des chaînes d'approvisionnement. Tous ces drivers-là ont poussé le secteur de l'industrie. Le troisième, c'est l'énergie. Le secteur de l'énergie qui a finalement, d'une certaine manière, changé de statut. On est passé d'un simple trade tactique à une réelle poche de couverture macroéconomique. Donc les flux deviennent beaucoup plus sensibles aux nouvelles géopolitiques et aussi au prix du baril que tu viens de mentionner.
Et finalement, d'autres secteurs restent un peu plus compliqués en termes de flux. On parle des financières, de la santé. On a eu plusieurs mois de sortie. Ça montre que le marché n'achète pas simplement toutes les cycliques en bloc. Il choisit les industries, certains matériaux, l'énergie tactiquement ou pour un hedge, mais pas de rotation cyclique généralisée. Et si on se remet à l'échelle de la bourse de Bruxelles, on peut voir par exemple qu'une action comme Umicore synthétise un petit peu dans ses activités tout ce que tu viens d'expliquer et montre pourquoi il y a eu un engouement pour cette valeur-là sur les 6 derniers mois. On en a un petit peu parlé au début. Le marché obligataire a aussi montré de bonnes choses. Plus en détail, quelles ont été les dynamiques sur le marché obligataire ? Est-ce que les gens ont acheté de la dette publique ou de la dette d'entreprise ? Côté obligataire, le message de mai, il est réellement spectaculaire. Donc, on a eu le meilleur mois historique de collecte dans les ETP obligataires. Près de 88 milliards de dollars. Les moteurs principaux sont le papier gouvernemental, les produits multisectoriels et l'investment grade, donc finalement les obligations d'entreprises de qualité. Si on zoome dans ces 3 poches différentes, dans les taux, les flux sont majoritairement allés vers le papier américain, plutôt de duration et de maturité courte. C'est assez cohérent avec ce qu'on disait au mois d'avril, à savoir que dans un monde où l'inflation est une contrainte et les banques centrales ont moins de flexibilité, les investisseurs veulent du rendement, du portage, mais ils veulent pas forcément s'exposer à une duration qui est plus longue et prendre un risque obligataire important. Donc, le fixed income, l'obligation, est réellement redevenu un actif de rendement et plus uniquement un actif de protection. En avril et en mai, on avait vu aussi un certain appétit qui retournait vers du papier au rendement, un peu moins qualitatif. Donc en avril, on avait vu du high yield, on avait vu aussi de la dette émergente revenir. En mai, le high yield restait positif, mais beaucoup moins important que le mois précédent, alors que le papier de qualité revenait. Donc ça suggère une hiérarchie assez claire. Oui au crédit, mais d'abord la qualité. Oui au rendement, mais sans prix excessif. On peut aussi expliquer cet engouement par rapport au contexte et par rapport au désir de se protéger en se diversifiant. C'est typique d'un marché qui veut finalement rester exposé, mais qui en garde sous le pied. Donc on déploie, on diversifie les portefeuilles, on va racheter du rendement, on va acheter des actions là où il y a de la visibilité sur les revenus et sur les bénéfices des entreprises et de la lisibilité sur leur place dans des tendances séculaires. Alors, à la lueur des chiffres des 5 premiers mois de l'année, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite ? On était resté sur une allocation stratégique qui surpondérait les États-Unis. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, donc chez BlackRock, on est toujours en faveur des bénéficiaires de l'intelligence artificielle. Donc ça se traduit à travers l'infrastructure, les équipements, donc on parle des semi-conducteurs, des data centers, de tout ce qui va aider à générer cette énergie nécessaire, et aussi avec un bon résultat des entreprises qui sont liées au thème. À côté de ça, une sélectivité dans les expositions internationales, donc par exemple sur la dette émergente, des économies où les politiques monétaires et fiscales sont accommodantes et qui sont des exportateurs de matières premières. Et finalement, ce qui est crucial dans notre construction du portefeuille, c'est de trouver des éléments de diversification. Donc, on a parlé des obligations, on a parlé de hedge, de certaines thématiques qui font du sens. À l'heure actuelle, c'est vraiment très important de penser à son portefeuille dans son ensemble. Et sur le long terme. Merci Jérôme pour tous ces éclaircissements et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tracker, le podcast Bourse du journal L'Écho. D'ici là, je vous invite à aller faire un tour sur notre groupe Facebook Les Trackers de l'Écho et pourquoi pas répondre à notre appel. On cherche de nouvelles histoires et de nouveaux profils d'investisseuses et d'investisseurs pour la saison prochaine. C'était Saline Nesba au micro et Louise Pinchard à la réalisation pour Tracker. À la semaine prochaine.